Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient tout juste de compléter un road trip de plus de 2 semaines à travers les routes du Maroc en van et j'ai pensé vous faire une petite vidéo recap pour vous donner toutes les informations qu'il faut savoir ou les informations que j'aurais aimé savoir avant d'entreprendre ce road trip-là parce qu'il faut dire qu'habituellement je fais plein de recherches avant chaque voyage et je m'informe beaucoup, mais cette fois-ci, on est vraiment allé, mon frère et moi, à mesure, avec aucune planification, aucune réservation, aucune recherche même. On s'est vraiment informé à mesure qu'on avançait dans notre voyage. Puis je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on aurait aimé savoir à l'avance. Question d'éviter du temps, de sauver de l'argent, d'éviter de tomber dans certains pièges. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être d'élaborer un petit peu sur chacun des sujets. Donc que ce soit la traversée, pour ce qui est de la frontière, après ça pour l'Internet, l'électricité sur place, les stations de vidange, les endroits, les points d'eau pour remplir la vanne en eau. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour voyager en van au Maroc. Pour se rendre au Maroc avec un fourgon, je ne pense pas vraiment qu'il y a de compagnies qui font de la location de vannes ou de fourgons ici directement au Maroc. Donc, si vous avez votre propre véhicule ou si vous en louez un en Europe, en général, vous pouvez venir avec facilement. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est partir. Si vous êtes en France, exemple, bien, vous conduisez jusqu'au sud. La route est très belle. Nous, on le fait de Paris jusqu'à Algeciras, qui est vraiment au sud complètement de l'Espagne. Et c'est là qu'on prend le traversier qui coûte le moins cher, en fait, parce que vous pouvez traverser à partir des points plus au nord, exemple à Barcelone, ou encore plus au nord si vous partez vraiment littéralement de la France. Mais là, la traversée prend plus de temps et coûte plus cher. La façon la plus économique qu'on a trouvé de le faire, c'est de conduire jusqu'au bout de l'Espagne, à peu près 17 heures de route à partir de Paris. Et c'est toute de l'autoroute qui se fait super bien. Il n'y a vraiment aucun enjeu à ce niveau-là. Par contre, ça coûte un peu cher de péage si vous le faites tout en autoroute. Et une fois rendu à Algeciras, vous allez pouvoir prendre votre billet pour la traversée en ligne directement sur le site web. Nous, on a utilisé la compagnie Balearea, quelque chose comme ça. Et ça coûtait 320 euros pour notre traversée aller-retour. Donc moi, quand on a acheté le billet, j'ai pris l'aller-retour directement vu que j'avais des dates précises. Ça permet de payer moins cher que de payer deux allées séparées. Donc de le prendre en aller-retour, on économise un petit peu. La traversée est très courte, ça prend à peu près 1h30 sur le bateau. On embarque avec notre van directement sur le bateau. Après ça, ben, on peut sortir sur le bateau. La vue est très belle parce qu'en descendant, ben, on peut apercevoir d'un côté le rocher de Gibraltar, on peut voir des belles vues. Puis après ça, ben, on voit le Maroc apparaître tranquillement. On arrive tout près de Tanger quand on va arriver au Maroc, un petit peu en dehors de la ville. Donc, si vous voulez prendre l'autoroute directement sans nécessairement voir Tanger, c'est possible de le faire aussitôt que vous allez quitter votre bateau de la traverse. Mais une chose est importante, ne faites pas la même erreur que nous, mais quand vous allez être sur le bateau, à un certain moment, ils vont faire une annonce dans le micro, puis ils vont vous demander d'aller faire étamper votre passeport. Puis ça, c'est bien important parce que ça vous prend cette étampe-là pour après ça aller passer à l'immigration au Maroc. Donc, n'oubliez pas de le faire parce que nous, on n'a pas entendu ce message-là et on ne l'a pas fait étamper. Et il a fallu attendre 1 heure après ça sur le bateau pour se faire étamper avant de pouvoir commencer les manœuvres au niveau de l'immigration. Et parlons-en de l'immigration, ben ça c'est l'étape suivante. C'est vraiment très différent d'entrer dans les pays d'Europe. En général, quand on est à chaque fois qu'on arrive en France, nous en tout cas en tant que Canadiens, que ce soit quand on est revenu du Royaume-Uni ou quand on arrive en avion, généralement ils font juste prendre notre passeport, ils attendent ça, puis on est déjà rentré. Là, c'est un petit peu différent. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus de trafic de marchandises et de gens en général. Donc, quand on va arriver à la frontière, on va aller premièrement faire scanner notre van. Donc, juste avant d'aller rencontrer un douanier, on va prendre une petite sortie à droite qui va nous amener vers un gros scanner qui, lui, va vraiment scanner notre van littéralement. Donc, c'est un gros scanner qui détecte tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre van. Puis après ça, une fois que le scan a été fait, là, on peut se rendre, aller voir l'agent d'immigration qui, lui, va nous demander nos papiers pour le véhicule. Donc, la carte grise, les passeports, bref, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir rentrer au Maroc, la preuve d'assurance et tout ça. Puis après ça, ben, ils vont analyser les papiers. Ils font
parfois une fouille sommaire, parfois une fouille complète. J'ai vu des gens qui ont été obligés de sortir tout ce qu'il y avait de leur véhicule, alors que nous, ils nous ont juste posé quelques questions. Une chose importante à savoir, si vous êtes des amateurs de photos et de vidéos comme nous et que vous avez un drone, amenez-le pas pour ce voyage-là au Maroc. C'est défendu. Et non seulement c'est défendu, ils ne vous laissent même pas passer à la frontière. C'est une des seules questions qu'on nous a posées à l'immigration, c'est est-ce que vous avez un drone? Et bien sûr, j'ai répondu non, mais si j'avais répondu oui, ils me l'auraient confisqué. Puis si vous vous faites prendre à faire des images de drone, il y a une amende qui est assez salée et en plus, ils vous confisquent votre drone si jamais c'est le cas. Je pense que dans tout notre voyage, j'ai vu une fois une personne faire des images de drone. J'espère pour elle qu'elle avait un permis spécial pour le faire parce que c'est possible d'obtenir des permis, mais ça coûte de l'argent et ça prend du temps avant d'avoir des approbations. Donc, c'est un peu complexe si vous voulez juste le faire pour le plaisir ou pour YouTube comme nous, c'est pas l'idéal. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Surfshark, qui est un fournisseur de VPN. Et un VPN, c'est très, très utile quand on voyage, surtout dans un pays comme le Maroc, parce qu'on va se connecter parfois sur des réseaux publics qui ne sont pas sécurisés. Donc, ça permet de sécuriser notre connexion. Un autre gros avantage, c'est que ça permet de changer notre adresse IP d'un endroit à l'autre. Donc, si, exemple, on est dans un autre pays et qu'on veut regarder des contenus, soit de télé du Québec ou des catalogues différents de Netflix, ça nous permet de changer notre adresse IP sur un serveur qui se trouve à l'endroit où on veut se connecter. Grâce à Surfshark One, ça nous permet également d'avoir accès à un antivirus qui est très simple d'utilisation et très rapide. Un autre gros avantage de Surfshark, c'est qu'on peut avoir un seul compte et ça nous permet de l'utiliser sur tous nos appareils, que ce soit nos ordis, nos téléphones, nos tablettes, un seul compte pour tous les appareils. À l'occasion des fêtes de fin d'année, il y a une offre spéciale. Cliquez sur surfshark.com/Alexandre et Valérie pour pouvoir en profiter et obtenir 4 mois gratuits. Au niveau des campings, si vous êtes des adeptes de camping établis avec tous les services et tout ça, il y en a partout à travers le pays. On en a vu vraiment dans toutes les régions et c'est pas un problème de trouver des campings avec service, donc avec électricité, qui vont offrir de l'eau, qui vont avoir souvent des toilettes ou des endroits au moins pour vidanger votre cassette. Si par contre vous êtes des amateurs de camping sauvage en nature, c'est le pays idéal pour le faire. Il y a des endroits partout. Vous pouvez utiliser l'application Park4Night, puis il y a des tonnes de spots, tous plus magnifiques les uns que les autres, surtout sur le long de la côte de l'Atlantique. Il y a plein de beaux endroits où vous pouvez vous arrêter avec des vues magnifiques. Vous pouvez vous stationner directement en bord de mer à plein d'endroits, soit gratuitement ou pour vraiment pas cher. Parfois, ça va être juste une personne locale qui va nous demander un petit montant d'argent, genre 10 à 20 dirhams pour se stationner ou tout simplement ça va être gratuit si on est en nature. Puis après ça, dans le reste du pays, quand on n'est pas le long de la côte, on a été souvent dans des endroits qui étaient, exemple, des parkings de terrains de soccer, des petites pistes en bord de route qui mènent vers un petit espace plus intime, un peu en dehors de la route. Donc ça nous permet de ne pas avoir le son de la route pendant la nuit. Puis après ça, quand on se réveille, on fait juste refaire notre petit bout de piste puis on reprend la route. Ça a été vraiment très, très facile de trouver des spots, vraiment beaucoup plus facile que ce qu'on a dans le reste de l'Europe. Nous, dans notre cas, on a été une seule fois dans un camping et c'était seulement dans le but de pouvoir aller faire du lavage parce que le camping offrait ce service-là, mais sinon, autrement, on n'a jamais eu besoin de trouver des campings. Au niveau de l'eau, pour trouver de l'eau pour se remplir, c'est vraiment super simple. C'est le pays, je pense, le plus facile que j'ai visité pour voyager en van pour trouver de l'eau parce que ici, c'est en lien avec la religion. Ils ont besoin de se laver les mains, se laver le visage, la tête, les pieds à plusieurs fois par jour pour la prière. Donc, il y a dans chaque ville, même en bord de route, dans les petits villages, il y en a partout des genres de petites stations de fontaines d'eau avec des puits qui permettent d'avoir de l'eau facilement. La seule chose, c'est que ce n'est pas des robinets sur lesquels on peut vraiment visser notre boyau d'arrosage. Il n'y a pas non plus d'attache rapide, de quick connect ou quoi que ce soit. Donc, c'est important d'avoir des embouts flexibles que vous pouvez serrer autour de ces petits robinets-là. C'est pratiquement la même sorte de robinet partout qu'on a retrouvé dans le pays. C'est super facile d'utilisation quand vous avez le bon adaptateur pour réussir à brancher votre boyau puis à le serrer. Après ça, parfois, il faut le tenir en place juste pour être sûr que ça ne va pas se détacher avec la pression d'eau, mais sinon, ça permet de remplir un peu partout. Par contre, le débit d'eau n'est pas très rapide, donc il faut être patient quand on remplit notre eau, mais c'est très facile à en trouver dans tous les villages, dans toutes les villes, sur le bord des routes. Au niveau de vidanger la cassette pour les eaux noires du véhicule, encore une fois, c'est très facile parce que souvent les stations-service sont des toilettes extérieures et là-bas, c'est des toilettes turques.
Donc, c'est seulement un trou dans le plancher. Donc, on arrive avec notre cassette, puis on peut directement vidanger dans le trou de la toilette turque. En général, j'ai demandé la permission et on m'a toujours donné le OK. Parfois, il faut payer un petit montant, là, 10 à 20 dirhams, même des fois c'est moins, là, des fois c'est 5 dirhams. Puis ça permet de vidanger très facilement notre cassette. L'enjeu, c'est plus au niveau des eaux grises, donc les eaux de la douche, les eaux de vaisselle. Idéalement, utiliser un savon bio, puis vous n'avez pas vraiment le choix de les laisser aller quand vous êtes sur la route ou à un endroit approprié, mais il n'y a pas vraiment de station que j'ai pu voir. Peut-être qu'il y a des campings qui l'offraient, là, mais sur la route, du moins, j'ai jamais trouvé de station qui était vraiment conçue à point pour vidanger les eaux grises. Au niveau de l'état des routes, j'ai été agréablement surpris. J'avais pourtant entendu que les routes n'étaient pas en superbe état au Maroc, mais c'est vraiment pas si pire. Même dans les villages très reculés, c'est pas si mal. La qualité de route est généralement très bonne. Par contre, il faut vraiment toujours être vigilant parce que souvent, on va embarquer sur une route qui est super belle, mais de temps en temps, il y a un obstacle, il y a une bosse, il y a un gros trou ou quelque chose qui va vraiment cogner dur ou des fois, deux types de surfaces qui ne sont pas égales. Puis là, on va vraiment donner un gros coup. Donc, idéalement, je vous recommande fortement de conduire de jour pour justement essayer de voir d'avance ces genres d'obstacles-là, puis de peut-être ralentir à l'approche de ces obstacles-là. Il y a aussi présence de beaucoup d'animaux sur les routes, que ce soit des chiens errants, des chats, des chèvres, des moutons, des vaches. Il y a quand même souvent des gens à pied aussi sur le bord des routes. Fait que c'est important d'être très, très vigilant. Idéalement, de circuler de jour pour essayer d'avoir la meilleure visibilité possible. Puis en même temps, bien, quand on voyage de notre côté, on essaie toujours de voyager de jour justement pour profiter des paysages parce que là, il y en a des très beaux paysages. Des paysages qui, moi, me rappelaient l'Ouest américain, les grands déserts, des montagnes. J'ai été très étonné de voir la topographie et en fait tous les différents climats selon l'altitude qu'on était. C'est un pays qui a quand même beaucoup de beauté et beaucoup de belles choses à voir. Puis les routes sont vraiment quand même pas si mal. Puis ça peut même nous amener jusque dans le désert du Sahara sur des routes de très bonne qualité. Fait que honnêtement, moi je m'attendais à devoir faire des pistes puis des routes pas possibles, mais finalement c'était vraiment pas si pire. Une des choses que j'aurais aimé savoir dès le début, c'est que c'est un pays qui n'a pas une très bonne gestion des poubelles. Premièrement, ils en mettent très rarement à notre disposition. Donc, aussitôt que vous voyez un bac de vidange, si vous voulez disposer de vos poubelles, c'est l'idéal de le faire à chaque fois que vous en voyez un, même si vous n'avez pas encore votre sac qui est plein. Des fois, ça vaut la peine de le vider parce que vous ne savez pas c'est quand la prochaine fois que vous allez en voir un. Ça, c'est si vous ne voulez pas faire comme les locaux parce que malheureusement, il y a encore une culture vraiment de pollution et de jeter ses poubelles n'importe où ici. Je trouve ça bien dommage qu'il n'y a pas plus de respect que ça. Au Maroc, ils ont un pays qui est si beau, ils ont une belle côte avec des belles plages, mais c'est rempli de détritus, de poubelles partout. C'est un peu dommage parce que justement, on se retrouve souvent à camper en nature dans des beaux endroits, mais en rempli de vidanges et de bouteilles de verre cassées. Il faut faire toujours attention, soit pour les crevaisons sur le véhicule ou soit pour nos pieds quand on marche. C'est un petit peu plate à ce niveau-là, fait que c'est une chose à savoir d'avance avant de visiter ce pays-là. Et tant qu'à être, ben, si vous avez le temps et l'envie, ben, vous aurez l'occasion d'en ramasser et de peut-être les mettre dans la poubelle, puis de rendre les emplacements que vous allez camper plus propres que vous les avez trouvés au départ. Mais malheureusement, ça en est même décourageant. Moi, j'aime ça d'habitude de ramasser un peu les poubelles autour de l'emplacement où on se trouve, mais ici, ça serait un travail à temps plein. Il y a vraiment une culture. J'ai vu souvent des gens sur la route lancer des bouteilles de leur breuvage, de lancer leurs poubelles partout. Même les gens vont prendre leur sac de poubelle de maison puis laisser ça en nature. Je trouve ça bien dommage, mais malheureusement, c'est comme ça ici. Donc, on ne peut pas changer toutes les choses qu'on voudrait. Mais bref, si vous ne voulez pas polluer puis mettre vos vidanges partout, il y a des bacs de temps en temps, puis profitez-en quand vous allez en voir. Une des choses qui m'a étonné au Maroc, c'est la qualité du signal cellulaire. Donc, si vous voulez avoir Internet pour soit votre GPS ou pour votre travail ou quoi que ce soit,
Il y a du signal 4G LTE ou même souvent 5G presque partout dans le pays qui est disponible, qui fonctionne très bien. C'est très, très rare qu'on va se retrouver à un endroit, même en pleine nature, il y a du réseau. On a eu du réseau même dans le Sahara pendant qu'on faisait du dromadaire sur les dunes. Pour vrai, c'est un pays qui a une très bonne couverture de signal cellulaire. Par contre, les données coûtent un peu plus cher que pour vous en France. Moi, mon forfait, personnellement, en France, ne fonctionnait pas au Maroc. Donc, on a pris en fait, vous pouvez prendre une carte SIM ici au Maroc. Moi, j'avais aussi l'option de Starlink que j'ai amené avec moi en pensant qu'il n'y allait pas avoir de réseau nulle part. Puis finalement, ben, je m'en suis moins servi parce que normalement, Starlink est très efficace dans des endroits où il n'y a pas de réseau, mais ici, il y en a presque partout. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de vous procurer l'antenne Starlink si vous venez ici. Vous n'aurez pas de problème à trouver du signal cellulaire. Au niveau de l'électricité, si vous voulez recharger les batteries de votre véhicule puis que vous devez être stationnaire pendant un certain temps, ben ici, c'est le paradis du soleil. Je pense que pendant tout notre voyage, on a eu peut-être 1 ou 2 journées où il n'y a pas eu de soleil. Mais généralement, c'est un pays qui est très ensoleillé, donc l'énergie solaire est très bonne si vous avez des panneaux solaires. Par contre, si vous avez besoin de vous brancher dans les campings, en général, il va y avoir des branchements. Moi, le camping que j'ai été n'avait pas d'adapteur pour les VR. Donc, pour les camping-cars ou pour les vannes ici, la grosse prise à trois branches. Donc, ça vous prend le petit adapteur pour aller vers une prise de courant ordinaire 230 volts. La seule place que je me suis branché, ça a fait un gros spark au moment où j'ai branché, puis ça a sauté mon breaker de mon Blue Yeti, le disjoncteur de mon Blue Yeti. Fait que bref, peut-être ne pas compter là-dessus. Idéalement, si vous êtes équipé de panneaux solaires, comme ça, vous ne dépendrez pas de leur système électrique qui est un peu déficient. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe, mais nous, chez nous, au Québec, on a des protecteurs de surge qu'on appelle des surge protectors qu'on peut mettre entre la prise de courant du camping et notre véhicule. Comme ça, si jamais il y a une grosse variation de voltage, bien, ça protège le véhicule. Fait que si vous avez ça en Europe, je vous recommande de l'amener ici parce que je pense pas que leur électricité est très, très bien faite partout. Puis, si vous ne voulez pas endommager votre véhicule, c'est idéal d'utiliser un appareil comme ça. Passons maintenant à mes mises en garde. Je pense que c'est peut-être la portion la plus importante de la vidéo à regarder, puis c'est toutes les choses que j'aurais vraiment voulu savoir avant de venir ici. Première arnaque qu'on va voir très souvent dans presque partout au Maroc. Beaucoup de gens s'improvisent comme des gardiens de stationnement. Ils se mettent une petite veste fluorescente et puis ils nous disent qu'ils sont les gardes du stationnement, même quand c'est stationné dans une rue, dans une ville, même, peu importe où, quand c'est même des stationnements publics qui appartiennent pas du tout à quelqu'un dans le privé, il va y avoir quelqu'un qui va nous guider puis qui va nous demander un petit montant en échange. Nous, de notre côté, en général, au début, on payait pas mal toujours 20 dirhams. On s'est rendu compte que c'était peut-être un peu cher pour le peu de travail qui était fait. Donc, en général, on réussissait à s'en sortir après ça avec une petite négociation à peu près à 10 dirhams. Donc, peut-être qu'on se faisait avoir, mais bref, c'est toujours quelque chose qui peut se négocier. Puis c'est quelque chose que vous allez voir qui revient beaucoup au Maroc, la négociation, parce que c'est un peuple qui aime beaucoup négocier chaque chose, que ce soit des petits souvenirs que vous voulez vous acheter, des services, des activités, tout se négocie. Je pense peut-être à part la bouffe dans les restaurants qui est vraiment à prix fixe ou, exemple, les hôtels ou les campings qui ont des prix fixes ou les payages sur la route. Mais autre que ça, quand c'est un commerçant local, en général, on peut négocier les prix. Si, exemple, vous voulez acheter un souvenir ou un item là-bas, nous, en général, notre technique, c'était de couper son prix en deux à peu près et après ça, bien, de remonter graduellement jusqu'à temps qu'on s'entende puis qu'on trouve un juste milieu. Habituellement, avec cette technique-là, on a pas mal toujours réussi à avoir une belle transaction où tout le monde était content du prix payé. Mais sinon, c'est ça. Les agents de stationnement, vous allez en voir partout. Parfois, ça en est drôle là, parce que, exemple, vous êtes stationné à un endroit, vous revenez à votre véhicule, la personne n'a rien fait du tout, c'est même pas un parking privé, vraiment, vous êtes stationné dans la rue, puis la personne vous demande un montant d'argent pour s'être stationné là, ou même vous avez payé quelqu'un en arrivant, puis il y a quelqu'un qui vous demande de repayer en quittant. C'est à vous de le gérer comme vous voudrez. Nous, on essayait de limiter ces dépenses inutiles-là. Quand quelqu'un nous demandait de payer 2 fois, on payait juste une fois. Là. On ne se fait pas avoir de cette façon-là. Après ça, bien, vous allez avoir souvent des gens dans le pays qui vont
vous faire miroiter, de vous offrir quelque chose de gratuit, soit d'aller faire une activité gratuitement, d'aller monter sur la terrasse pour voir une vue gratuitement, soit de vous faire un spectacle gratuit ou quelque chose. À chaque fois qu'il y a quelque chose de gratuit, ils s'attendent toujours à un très gros pourboire qui est à peu près la valeur de la chose qui vous a été offerte gratuitement. Fait que soyez déjà conscients. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, refusez-le d'entrée de jeu parce que aussitôt que vous commencez à montrer de l'intérêt, eux, ils commencent le spectacle et là, c'est parti. Exemple, la fois où on a été voir les charmeurs de serpents, on savait dans quoi on s'embarquait, mais une fois que le spectacle s'est terminé, un gros spectacle d'à peu près 3 minutes, ils nous demandaient de payer un prix astronomique, puis ils nous faisaient sentir mal, puis nous disaient quasiment qu'on était des écœurants de ne pas leur payer un montant astronomique pour 3 minutes de spectacle. Sachez que c'est toujours à votre discrétion de payer le montant que vous voulez dans ce genre de choses-là. Vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de poignée de main avec un prix que vous êtes entendu. Fait que bref, c'est à vous de décider le prix que vous jugez que ça vaut. Dans mon cas, on me demandait pour 3 minutes d'animation de serpent 400 dirhams. Bref, moi, je m'en suis sorti pour 100 dirhams et on finit par me laisser partir. Donc, bref, puis je pense qu'il était content quand même en bout de ligne. Fait que bref, c'est à vous de décider le montant que vous jugez que ça vaut, puis c'est ce que vous paierez. Ça, c'est à vous de juger cette affaire-là. Mais bref, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, éloignez-vous le plus possible de ces choses-là parce qu'ils vont vous embarquer puis vous allez avoir de la misère à sortir de ça une fois que vous êtes embarqué. Il y a aussi beaucoup de monde qui vont essayer de vous guider parce que c'est très mélangeant, surtout quand vous entrez dans les médinas, dans les souks. C'est plein de petits corridors qui mènent à des endroits différents. Google Maps référencie très mal les rues. C'est très dur à se démêler dans ces rues-là. On se perd beaucoup. Puis ça fait partie de l'expérience de se perdre dans ces endroits-là. Mais il y a toujours des gens qui vont essayer de vous guider. Puis là, ils vont vous coller à la peau jusqu'à temps que vous leur donnez de l'argent. Ils vont vous donner l'impression qu'ils vous guident gratuitement jusqu'à temps qu'ils arrivent à la fin. Puis là, vous allez donner un montant pour juste vous débarrasser de lui. Puis ils vont vous en demander plus. Puis ils sont vraiment très agressants, on va dire, pour qu'on leur donne le plus d'argent possible. Fait que, bref, si vous ne voulez pas être guidé, faites-le savoir clairement en partant, puis quittez rapidement, puis si la personne vous suit, demandez-lui d'arrêter de vous suivre parce que sinon, elle va vous suivre puis elle va continuer à vous énerver jusqu'à temps que vous la payiez. Fait que bref, ne suivez pas les gens qui veulent toujours vous guider, à moins que vous soyez vraiment perdu et que vous avez vraiment besoin d'aide. Sinon, je vous confirme, à un moment donné, vous allez finir par retrouver votre chemin. Vous allez finir par tourner en rond, puis à un moment donné, vous allez reconnaître l'endroit où vous êtes arrivé, puis vous allez pouvoir repartir par là. Ces mêmes personnes-là qui vont vous guider vont même aussi parfois vous guider dans la mauvaise direction pour vous amener dans leur magasin ou dans le magasin de leur ami ou pour essayer de vous vendre quelque chose. Fait que bref, ne vous laissez pas guider par ces gens-là parce que, règle générale, ils vous amèneront même pas à l'endroit où vous voulez vraiment aller. Fait que bref, on peut malheureusement pas leur faire confiance à cause de ça parce que juste nous, à quelques expériences, c'est arrivé, je pense, une seule fois que quelqu'un a vraiment de bon cœur voulu nous aider puis trouver l'endroit où on s'en allait. Puis il nous a vraiment aidés, puis il nous a même pas demandé d'argent, cette personne-là, mais c'est assez rare que ça va se produire. Je dirais que c'est une personne sur 10 qui nous a guidés comme ça, qui avait vraiment, qui le faisait pour les bonnes raisons. Aussi, petite mise en garde par rapport au peuple marocain, bien que c'est un peuple qui est gentil, accueillant. Sur les routes, quand on passe dans les petits villages, tout le monde nous envoie la main, il nous fait des pouces en l'air. Les gens sont gentils, sont contents quand on arrive dans leur restaurant de nous accueillir, de nous faire découvrir leur culture. J'ai adoré la culture marocaine et les gens. Mais on parle encore d'un pays en voie de développement, donc il y a quand même des gens qui sont plus pauvres que nous puis qui peuvent envier ce qu'on a et qui vont essayer toujours de profiter de la situation. Il y a aussi un autre volet qui est peut-être un peu désagréable que j'ai été témoin, puis je pense que je ne peux pas le passer sous silence parce que c'est arrivé trop de fois pendant notre voyage. Je pense à 4 reprises au moins. J'ai vu des gens se battre, se pousser, des gestes de violence entre des adultes et des enfants souvent. Sachez que vous allez peut-être être témoin de ce genre de situation-là. Moi, à 4 reprises en seulement 2 semaines, je présume que ce n'est pas des cas isolés. Les Marocains ont tendance ils ont peut-être le sang chaud, ils s'excitent facilement, mais c'est entre eux autres. C'est jamais arrivé que nous, on se soit sentis en danger personnellement. C'est souvent soit des parents avec des enfants, soit des enfants entre eux autres, ou des femmes entre eux autres qu'on a vu se crier après dans les rues, se pousser, se frapper littéralement au visage. On a vu quand même beaucoup de gestes de violence, assez pour que
prenne le temps de vous faire cette mise en garde-là. Fait que bref, sachez-le avant de venir. Ça se pourrait que vous soyez témoin de ça. C'est pas agréable. Surtout, moi, en tant que Canadien, j'ai vraiment pas l'habitude d'être témoin de ce genre de choses-là. C'est le seul pays où j'ai vu des affaires comme ça en si peu de temps dans le pays. Fait que bref, sachez-le. C'est pas agréable à voir, malheureusement, mais ça arrive. Pour terminer, je vous partage nos coups de cœur au Maroc, les choses qu'on a le plus aimées dans notre voyage. La première chose, c'est certain que vous l'avez probablement déjà à votre itinéraire, mais c'est un immanquable. La ville de Marrakech, c'est magnifique. Je pense que c'est la ville qui regroupe tout ce qu'on retrouve au Maroc, qui est vraiment comme un melting pot de toutes les plus belles choses du Maroc. Vous allez avoir la plus belle médina, les plus beaux petits commerces, les plus belles mosquées. Bref, tout est vraiment très authentique et très beau. Mais en même temps, c'est une ville qui est plus facile d'approche pour les touristes. Les gens parlent plus français dans cette ville-là parce que même si c'est un pays que la deuxième langue officielle, c'est le français, puis que tout est écrit en français partout, c'est pas tout le monde qui parle français au Maroc. Même très peu de gens parlent le français. Mais principalement à Marrakech, vous allez être capable de facilement vous débrouiller en français. Dans les petits villages, les gens vont se débrouiller un petit peu avec un minimum de français, mais ça ne parle pas vraiment. On ne peut pas avoir des grandes conversations en français avec tout le monde dans tous les villages, mais à Marrakech, oui. Puis à partir de Marrakech, il y a plein d'excursions qui sont possibles de faire. Donc, si vous avez une seule place à aller au Maroc, c'est sûr que c'est Marrakech. Après ça, si vous avez votre van avec vous et vous voulez expérimenter les petits villages et les petites villes, je vous recommande fortement la ville de Chefchaouen, qui est vraiment magnifique avec tous ces corridors bleus. La belle Médina aussi à cet endroit-là. Les villes de Fès et Meknès qui sont très proches, qui sont deux villes super intéressantes à visiter pour la Casbah, pour la Médina encore une fois, pour découvrir les tanneries à Fès, aller voir comment ils font le cuir. C'est vraiment très intéressant à voir. L'odeur est un peu désagréable, mais c'est vraiment quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Ensuite, une des activités qui est vraiment marquante, c'est bien sûr d'aller faire une randonnée en dromadaire sur les dunes à Merzouga, dans le désert du Sahara. C'est vraiment une expérience magnifique. On part à d'autres dromadaires. Ensuite, ils nous amènent dans les camps. Ils nous font vivre vraiment une expérience authentique, berbère. On a un beau souper qui est inclus avec ça. On a un beau feu, un spectacle. On danse avec les berbères. C'est vraiment une immersion dans la culture. Puis c'est très intéressant. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire ça pour vraiment avoir vécu le Maroc à 100%. La dernière chose, puis je pense que c'est une des visites les plus importantes à faire, c'est la visite de la grande mosquée de Casablanca. La ville de Casablanca ne mérite pas nécessairement de s'y attarder. C'est pas la plus belle ville du Maroc, mais loin de là. C'est la plus grosse ville du Maroc, par contre. Mais c'est eux qui ont la plus belle mosquée et une des seules qu'on peut visiter parce qu'en général, on ne peut pas entrer, si on n'est pas musulman, on ne peut pas entrer dans une mosquée. Mais celle de Casablanca, on peut, et c'est la plus impressionnante, la plus grande, et la visite est très, très intéressante. Arrangez-vous pour arriver à une heure où il y a une visite guidée. Les visites guidées ne sont pas plus chères, là. Vous payez votre billet, mais il faut juste être là à la bonne heure. Nous, dans notre cas, c'était à midi pile, il y en avait une. Et la visite était en français et le guide était super bon. Il a répondu à une tonne de questions qu'on avait. Ça nous a permis de vraiment en apprendre beaucoup, non seulement sur la culture marocaine, mais aussi sur comment ça fonctionne, autant la religion musulmane que le roi au Maroc, comment tout est organisé dans ce pays-là. Ça l'a expliqué beaucoup de choses, ça nous a permis de vraiment comprendre parce que justement, c'est un peu ce qui est dommage dans toutes les villes ou les villages marocains, vu qu'on ne peut pas visiter les monuments importants, les palais royaux, on ne peut pas les visiter, les mosquées, on ne peut pas les visiter. Donc bref, c'est plein de trucs intéressants qu'on aimerait voir dans chaque village. Mais au moins, à Casablanca, tout s'explique avec la grande mosquée. Fait que bref, c'est une visite à ne pas manquer. Fait que ça fait le tour de ma vidéo, petit guide ou tout ce qu'il faut savoir si vous voulez faire le Maroc en van. J'espère que vous avez apprécié, puis j'espère que vous allez apprécier votre aventure au Maroc autant que nous, on l'a apprécié. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Encore une fois, un gros merci à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. N'oubliez pas, pour profiter de l'offre spéciale pour l'occasion des fêtes de fin d'année, de cliquer sur surfshark.com/Alexandre et Valérie et vous allez pouvoir profiter de 4 mois gratuits.